Alors, parlons de réécriture de code. Au cas où vous vous demandez pourquoi j'ai choisi cette image, c'est que le vieux code a tendance à exploser dans votre face, ou des fois parce que vous vous imaginez en train de tout faire sauter parce que vous en avez marre. Donc moi-même, je suis experte en sauvetage de projet, je travaille avec du code legacy beaucoup, je fais du développement, je présente dans les conférences, je donne des formations privées et je fais aussi de la contrebande d'éléphants. Donc il n'y a pas une conférence où je vais où ma valise n'est pas remplie d'éléphants. Alors, imaginez que vous avez hérité d'un code de 10 ans, ou peut-être 15, peut-être même 17. Je mets à jour les chiffres à chaque année. Et puis, donc c'est ça, le code ne vieillit pas comme le vin. Ça a tendance à plus puer comme le fromage. Pour ceux qui aiment ça, bien sûr. Le web était large de 600 pixels. Donc, essayons d'imaginer de quoi le web avait l'air en l'an 2000. Ça avait l'air de ça. Et puis, bien sûr, on avait le bug de l'an 2000. Pour ceux qui n'étaient pas développeurs en 2000, le problème, c'était que on storait souvent les dates seulement avec 2 chiffres. Donc, par exemple, 97, 98. Et quand l'an 2000 est arrivé, eh bien, ça ne marchait plus pour trier les dates ou faire des opérations sur les années, donc faire la différence. Donc, ça a causé beaucoup de problèmes, beaucoup de bugs dans beaucoup de logiciels. Internet Explorer était en vogue. Internet Explorer 5. Donc, si vous n'aimez pas, si vous attendez le jour où Internet Explorer 6 meurt, imaginez qu'on était pris avec le 5. Donc, le CSS n'était pas tout à fait standard. ICQ commençait à devenir cool. Il commençait. Et puis, si vous saviez faire des coins ronds avant CSS, bien sûr, parce que c'était impossible de faire en CSS dans le temps, si vous saviez le faire, vous étiez vraiment bon. Est-ce que vous vous rappelez des coins ronds? Oui, excellent. Ça prenait une table de 9 cases. C'était excellent. On avait PHP 4. Il venait de sortir. Avant ça, on codait en PHP 3. Il n'y avait pas d'objet. C'était très procédural. Donc, quand on parle de legacy, on a tendance à penser à du code qui est ancien, mais c'est un mot qui s'applique aussi à du code qui aurait pu être écrit il y a quelques jours. Parce que les gens... qu'est-ce que le vieux code? Qu'est-ce qui arrive? C'est que les besoins d'affaires évoluent, donc l'architecture qui supportait les besoins d'affaires précédents était correcte, mais maintenant, elle n'est plus correcte, mais on ne peut pas tout changer parce qu'on a déjà bâti beaucoup de code, donc on met des patchs, tout ça, et puis avec le temps, ça devient du legacy. Mais il y a des gens aussi qui codent du premier coup comme si ça a été codé il y a 17 ans avec tout l'historique. Donc... Et ça arrive parce que peut-être que les gens manquent d'expérience, peut-être qu'ils sont sous beaucoup de pression, mais souvent c'est ça, c'est le manque d'expérience. Donc parlons de CodeSmelt. Pourquoi c'est important de savoir si vous travaillez avec du code legacy? C'est que vous voulez savoir, vous voulez faire des échéanciers qui sont réalistes. Donc, est-ce que ça va prendre 2 heures? Dans un code qui est bien écrit, 2 heures, c'est suffisant. Dans du legacy, ça peut vous prendre 2 semaines. Donc, vous devez le savoir, vous devez le communiquer. Vous devez aussi voir si c'est rentable de corriger certains bugs au lieu de tout simplement les laisser, parce que si ça vous prend 2 semaines pour corriger quelque chose, alors que ça rapporte très peu, eh bien, ça ne vaut même plus la peine. Donc, c'est important de savoir si vous travaillez avec du legacy. Donc, comment détecter? Vous pouvez voir que vous avez des préoccupations mixtes. Bien sûr, vous utilisez MySQL Query au lieu de PDO déjà. Donc, ça, c'est le premier signe. Mais dans un seul fichier, il peut y avoir du SQL, il peut y avoir de la logique d'affaires et le output. Donc, la vue, tout est mélangé. Il n'y avait pas de MVC, tout est ensemble. Et il n'y avait pas de route non plus. Donc, dans le temps, les gens organisaient, avant les frameworks, les gens organisaient leur code par dossier. Donc, si on veut voir la liste de transactions, on va dans le dossier admin et on appelle le fichier qui s'appelle transaction.php. Donc, c'est comme ça que c'était avant. Des variables qui ne sont pas bien nommées, donc A, B, C, Z45. Et je n'invente rien. Tout ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai vues réellement. Donc, Z45, c'est parce qu'ils se sont rendus à Z. Ils n'avaient plus assez de lettres. Alors, ils ont commencé à ajouter des chiffres. Et se sont rendus à 45. Et là, ils se sont dit, ouais,
Peut-être qu'on devrait changer la nomenclature. Mais pour déboguer ça, c'est excellent. Ou array, OK, ça contient, c'est un array, oui, mais ça contient quoi? Je ne sais pas. Donc, item 3, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'item qu'on est en train de restructurer dans une boucle? Je ne sais pas. C'est item 3. C'est pas très bien défini. Des fonctions et des constantes globales. Donc, par exemple, bien sûr, avant PHP 4, il y avait beaucoup d'include, mais même après, les gens continuent à faire beaucoup d'include. Avant qu'on avait le autoloader, des choses comme ça. Donc, include de fonctions. Donc, une liste de 150 fonctions globales disponibles dans toute l'application et on fait ça en haut de chaque fichier. Qui a déjà fait ça? Je suis contente que vous soyez honnête. Merci. Donc, aussi, un abus de méthodes statiques. Les méthodes statiques en soi ne sont pas un problème. C'est une fonctionnalité du langage et ça fait du sens de parfois les utiliser. Mais des fois, on remarque un nombre trop élevé. C'est pas normal de voir autant de fonctions, de méthodes statiques. Donc, réellement, c'est quoi une fonction statique? C'est une fonction dans un namespace. C'est tout. Donc, autant juste faire des includes de fonctions .php. Donc, c'est comme ça qu'il faut penser. Et puis, si on voit qu'il y a beaucoup de méthodes statiques, il n'y a pas d'instance, ça peut être très compliqué à retracer. Les constantes globales, des constantes comme dev-mode. Et ce qui est drôle, c'est quand ça s'est combiné avec des includes, c'est là qu'il faut vraiment faire gaffe. Parce que si on a un dev, par exemple, si on fait un include d'une config, mais on ne sait pas si l'autre fichier il fait include d'une autre config ou est-ce que la même constante est déclarée avec une autre valeur. Donc, sur une page, parce que, comme je disais, admin/transaction.php, peut-être qu'ici, on fait un include de ça, et puis là, on est en dev mode, et on change de page, et tout d'un coup, on se retrouve en mode production. Et donc, on fait des appels API, on détruit des choses. Et ça peut devenir encore plus intéressant lorsque quelqu'un utilise des constantes différentes à des fins différentes. Donc, au lieu d'avoir juste un environnement développement, test, bon, les tests non plus, ça n'existait pas dans le temps, donc environnement de dev et de prod. Mais là, en plus, tu peux avoir... attends, quel était le nom de cette constante que j'ai eue dans un projet? C'était Payment Gateway Test Mode. Donc, tu peux être en mode dev, mais faire quand même des appels légitimes à une API qui charge des cartes de crédit. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Leçon apprise, de ne jamais rien présumer. Des conditions qui sont douteuses. Donc, si le numéro de la commande est au-dessus de 20 117, utilise tel SQL, sinon utilise un autre SQL. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la transaction 20 117? Peut-être qu'on a commencé à utiliser le même schéma de base de données d'une façon différente. Peut-être que dans le temps, total voulait dire le total avec les taxes, mais maintenant, on utilise le total plus comme un sous-total, puis on a ajouté 2 colonnes pour, ou je ne sais pas combien de colonnes pour les taxes. Au Québec, on a 2 taxes. Donc, ça a changé. Mais la personne n'a pas migré les données vers la nouvelle structure. Elle a juste décidé de mettre un if puis d'être paresseuse. Je peux comprendre des fois les contraintes d'affaires font qu'on a besoin d'aller vite, mais ça devient problématique, pas sur le coup, mais plus tard, lorsqu'on a besoin d'accéder à cette table un peu partout et qu'on oublie de faire cette condition par la suite. Et donc, en tant que programmeur, quand on arrive dans ce code, si on voit ça, c'est pas mal. Mais si on ne le voit pas, que ça existe, et on commence à travailler, et là, on se rend compte que certaines transactions n'affichent pas du tout qu'est-ce qu'on veut. Et on se demande pourquoi, parce qu'on n'a pas encore trouvé cette condition. Quand vous la trouvez, vous mettez un fix me par-dessus, donc assurez-vous de ne pas oublier où est-ce que ça se trouve, parce que quand tout va exploser, ça va être probablement la réponse. La réponse sera probablement dans cette ligne de code. Donc, quand je vois quelque chose comme ça, je considère ça une faiblesse. Donc, c'est une occasion pour faire le refactoring. Dans ce cas-ci, pas le code lui-même, mais vraiment la base de données. Donc, essayer de comprendre ce qui s'est passé et écrire un script de migration pour migrer toutes les transactions en dessous de 20 117.
Des méthodes longues. Ce que cette méthode longue fait, ce n'est pas important. Essayez pas de comprendre. On passe. Donc, le fichier de code legacy moyen avec lequel je travaille est entre 3000 et 6000 lignes de code. Je parle de un fichier. La moitié est commentée juste au cas, parce que dans le temps, la gestion de code source n'existait pas. Et même depuis que ça existe, il y a des gens qui le font encore instinctivement. C'est vraiment problématique, parce qu'après, quand on fait du refactoring, on trouve des bugs dedans, mais on se dit, si je décommande ce code, il sera buggé. Donc, est-ce que je dois débugger du code qui est commenté? Est-ce que je dois l'enlever? Est-ce que c'est encore pertinent? Beaucoup de questions et personne pour répondre, parce que ça, c'était il y a 4 consultants et le code base a été racheté d'une autre boîte. Donc, on ne sait pas d'où ça vient, il n'y a pas de documentation. Les méthodes elles-mêmes font 800 lignes, ça c'est assez fréquent. Donc, bonne chance pour débugger ça. Et parfois, il n'y a pas de classe non plus. Donc, on se retrouve avec, comme je disais, juste des méthodes statiques. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas d'instance. Le code base lui-même, ça c'en est un que j'ai fait il y a à peu près 2 ans. C'était un code base avec 5000 classes, 20 000 méthodes et 1,5 million de lignes de code. Et on parle d'application, ça n'inclut pas le framework. Donc, c'était vraiment beaucoup de code. Donc, avant d'aller coder, il ne faut pas tout de suite aller plonger puis commencer à débugger. Il faut faire une stratégie, il faut prendre des précautions. Donc, une stratégie, c'est quoi? On bâtit une stratégie selon les contraintes. Donc, pensez aux contraintes ou au refactoring comme vous voulez changer votre maison, vous voulez changer les murs de place, vous voulez réarranger vos chambres. Il y a certains murs que vous ne pouvez pas enlever. Okay, c'est les murs porteurs. C'est important de les garder, sinon tout s'écroule. Dans le code, c'est pareil. Exemple, vous avez besoin de garder le schéma de base de données parce qu'il est utilisé partout. Donc, même si vous voulez réécrire ce module, et pour ça, vous aimeriez bien réécrire le schéma de base de données, mais vous ne pouvez pas parce que ces tables sont utilisées dans tous les autres modules et peut-être même qu'il y a des rapports qui roulent, qui accèdent directement à ces tables. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas tout changer non plus. Il faut peut-être faire une abstraction pour votre nouveau module pour avoir des objets un mapping qui a un peu plus de sens. Et là, vous pouvez faire une réécriture complète ou une réécriture progressive. Moi, je vous recommanderais tout le temps de faire une réécriture progressive parce que la réécriture complète ne marche presque jamais. Et même quand elle ne marche pas réellement parce que même si vous n'avez pas tout cassé, ce qui arrive, c'est que il n'y a pas de documentation, donc ça prend beaucoup de temps pour lire le code, essayer de comprendre ce qu'il fait. Ensuite, ça prend beaucoup de temps avant d'avoir un résultat pertinent pour le client. Et pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en train d'implémenter des nouvelles fonctionnalités. Donc, la business continue à évoluer, mais vous ne pouvez pas suivre parce que vous êtes pris pour les 2-3 prochaines années à faire une réécriture complète. Et ça, c'est très problématique. Le temps que vous finissez de faire la réécriture, peut-être que le code que vous avez fini de réécrire n'est même plus pertinent. Il n'était déjà pas pertinent quand il a été écrit, quand vous l'avez reçu, et là, il est de moins en moins pertinent. Et pendant ce temps-là, peut-être que vous avez encore besoin de maintenir l'ancien logiciel. Donc, maintenant que vous travaillez sur un nouveau, vous voulez peut-être plus creuser dans l'ancien, mais il faut, parce qu'il faut continuer à débugger, il faut continuer à maintenir. Donc là, vous travaillez en double et le nouveau projet n'aboutit jamais. Ce qui est le cas pour plus de 90% des réécritures complètes que les gens tentent. Donc, quand vous faites une réécriture progressive, vous pouvez réécrire une classe, vous pouvez réécrire un module complet, vous pouvez même réécrire seulement chaque requête HTTP. Donc, vous pouvez l'écrire dans un autre framework, vous pouvez l'écrire, donc l'appel par exemple à la liste de transactions, vous pouvez la réécrire dans un autre framework, vous pouvez la réécrire dans une autre version du langage, donc vous pouvez passer de PHP 3 à PHP 7, ou vous pouvez même l'écrire dans un autre langage. Et je vous montrerai aussi un exemple de réécriture d'un langage à un autre, parce que l'autre langage n'était plus supporté. Donc, quand vous faites ce genre de réécriture progressive, vous devez faire rouler ça côte à côte. Donc, pour les appels HTTP, réellement, on pense que c'est très compliqué, mais réellement, vous avez juste besoin de partager, en général, juste partager la base de données et partager la session. Une fois que ça c'est fait, les cookies sont toujours là, c'est toujours le même domaine. Vous n'avez pas besoin de vraiment vous en soucier. Et puis, mode rewrite pour
pointer vers l'autre logiciel. Donc, je vous montrerai un exemple. Les données peuvent se perdre, les choses peuvent se briser. Vous devez toujours commencer par une sauvegarde. Maintenant que vous avez votre stratégie, comment vous allez vous y prendre, vous devez faire une sauvegarde parce que les données sont probablement seulement en production. Et j'ai lu ça sur Twitter il y a peut-être quelques années. Quelqu'un a dit « La sauvegarde de Schrödinger, la sauvegarde existe et n'existe pas tant qu'on n'essaie pas de la restaurer. » C'est là qu'on sait si la sauvegarde a été bien faite ou pas. Donc, vous faites toujours un test de restauration. Peut-être que vous avez fait un MySQL dump et vous avez oublié de prendre les vues, vous avez oublié de prendre les procédures stockées. Et quand vous restaurez, vous avez toutes les tables, mais le code ne marche pas parce que le code fait appel à des vues. Donc, c'est très important de faire un test de restauration. Parce que si vous brisez, si à cause du dev mode, vous allez accéder par erreur sur la base de données de production, vous allez détruire des données, vous voulez restaurer vos sauvegardes, mais vous n'avez pas de sauvegarde. Pas réellement. Vous avez un fichier zip, mais il ne contient rien d'utile. Lorsque vous prenez les données de production, il faut les anonymiser. Alors, quand on anonymise les données sensibles, on parle de courriel, par exemple. Ce qu'on ne veut pas, c'est que quand on a des fonctions de mailing, qu'on envoie par accident des courriels à des clients légitimes. En même temps, ça évite d'avoir trop de données sur notre ordinateur. Peut-être que les numéros de carte de crédit sont en clair dans la base de données et vous êtes sur le point de faire du refactoring pour mettre ça dans une voûte sur PayPal ou ailleurs. Entre-temps, vous avez besoin, vous ne voulez pas avoir sur votre laptop pendant que vous voyagez dans le monde, vous ne voulez pas avoir des milliers de numéros de carte de crédit dans votre base de données. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des numéros de test, tout simplement, remplacés par quelque chose, par exemple 41111 pour, je pense, Visa. Donc, vous faites quelque chose comme ça, et en plus, vous garantissez que si votre Payment Gateway Test Mode est à false, c'est pas grave. Au moins, vous n'allez pas essayer de facturer une vraie carte de crédit. Donc, c'est très pertinent. Pour le staging, vous avez besoin de préparer un environnement de staging. C'est des fois très difficile de comprendre comment la production a été setupée, mais il faut prendre le temps de regarder toutes les configurations, essayer de reproduire ça, simuler les déploiements, les processus batch. Pour les nouveaux projets, aujourd'hui, presque tout le monde le fait, mais pour les anciens projets, c'est important de faire ça si ça n'existe pas déjà. Automatiser les tests avant de faire un changement quelconque. Donc, assurez-vous d'exposer le bug grâce à un test. Donc, le test, vous le lisez, il fait du sens, mais là, le test ne passe pas parce que le code est toujours brisé. Ensuite, vous corrigez le code et le test maintenant devrait passer. Donc, si vous faites ça, vous garantissez que vous faites une bonne réécriture. Ou si ce n'est pas un bug, si vous voulez réécrire quelque chose, un module, vous voulez qu'il sort les mêmes données auxquelles vous attendez, vous pouvez commencer par un test qui fait une couverture de ça. Et quand vous réécrivez, ça devrait arriver au même résultat de test. Donc, tous vos tests vont passer. Faites aussi une évaluation de risque. Il ne faut pas être trop optimiste, mais c'est sûr que vous avez, comme j'ai dit, des choses vont se briser. Quelque chose d'imprévu va arriver. Il ne faut pas être trop optimiste. Il faut penser à des effets secondaires. Parce que si, par exemple, vous facturez une carte de crédit par accident, ce n'est pas juste de faire un remboursement du client. Il faut, dans la base de données, il aurait pu y avoir d'autres processus où est-ce que vous générez des états de compte. Tout ça change. Le crédit que la personne possède change. Vous avez plein de rapports peut-être qui ont été générés, qu'il faut régénérer. Il faut peut-être aussi envoyer un courriel d'excuses au client, des choses comme ça, ou renvoyer une nouvelle facture. Donc, il peut y avoir des impacts au-delà de l'erreur elle-même, parce que c'est une réaction en chaîne. Donc, il faut bien prendre compte de ça. Mais en même temps, il faut discuter avec le client pour voir si on n'est pas trop parano par rapport à ça, parce qu'il y a certaines choses qu'on pense que c'est grave, mais le client va dire, non, c'est pas grave, en fait, ça, c'est quelque chose que je peux fixer en 10 secondes. OK, bien, on ne passera pas 4 jours à implémenter quelque chose si la personne nous dit que c'est pas grave et que ça prend 10 secondes à réparer si jamais on le brise. Et puis, toujours utiliser des données réelles quand on fait des tests. On peut bien, même si quelqu'un nous assure que c'est comme ça que les données sont utilisées, ils peuvent avoir oublié quelque chose. Ça m'est déjà arrivé, on m'a dit, ça marche comme ça, on met ça en production. Non, ça ne marche pas avec les données parce qu'il y a des exceptions.
On a oublié de nous le dire. Alors, toujours prendre les vraies données, anonymiser, faire un pool de la base de données de production et faire des tests là-dessus. S'assurer que tout marche avec ces données-là. Parce qu'il y a beaucoup de données là-dedans qui sont peut-être corrompues, mais on ne peut pas vraiment réparer. On peut juste faire en sorte que le code soit un peu plus robuste pour pas qu'il explose avec ces données-là. Des nuls, là, on n'avait pas prévu, par exemple. On fait inner join sur quelque chose, mais il n'y a pas de relation parce que des fois, cette relation a été perdue. Donc, un exemple de réécriture qui a échoué, puis qu'ensuite j'ai repris, puis ça, j'ai fait marcher. Donc, c'était une réécriture de PHP 3 vers PHP 5.6. C'était il y a quelque temps. C'était HTML, PHP, SQL dans un même fichier, donc un mix de tout dans un seul fichier. Des includes partout, du SQL qui était concaténé par des if. Donc, vous avez vu à peu près le code base que je vous ai montré avant. Quelqu'un a fait une tentative de réécriture. La personne était arrogante et elle a échoué. Elle a rendu les choses pires parce qu'avant, j'avais du code legacy, mais ça a été écrit par un développeur. Et une fois qu'on comprend la philosophie, on est capable de naviguer. Mais maintenant, quelqu'un a introduit d'autres legacy. C'est du legacy, mais différent. Maintenant, j'ai deux façons de faire. Et je ne sais jamais c'est laquelle. Et des fois, je cherche selon l'autre méthodologie. Et je me dis, ah non, c'est vrai, c'est lui qui a écrit ça. Attends, c'est comme ça que je devrais chercher. Donc, ça a juste fait en sorte que c'est plus difficile encore à débugger. Il y avait des dossiers, des hiérarchies entières de code mort qui étaient difficiles à détecter à cause des includes qui étaient faits tout croche. Il y avait des classes avec beaucoup de méthodes statiques. En fait, pas de concept d'instance où les choses étaient instanciées, mais aucune propriété dessus. Donc, ça ne fait aucun sens. Et même, j'ai un collègue, il y a 10 ans, qui m'a dit ça. On a reçu du code d'une boîte externe et on leur a demandé spécifiquement d'écrire le tout en orienté objet. Ils nous ont envoyé l'application, une classe. Alors, qu'est-ce que mon collègue a dit? Il a dit, oui, on a un objet, maintenant, on doit l'orienter. Et c'est resté jusqu'à maintenant. Donc, la solution pour cette application, c'était de prendre les formulaires les plus complexes. Donc, il y avait plusieurs étapes pour s'inscrire, donc un formulaire en plusieurs étapes. Et les sessions étaient mal gérées, donc on pouvait retourner, puis à cause de ça, on override les données qui étaient déjà là. Donc, il était possible, en faisant des bacs, puis en remplissant des données, en fait, de ne pas avoir de pouvoir s'inscrire sans que la case « j'accepte les conditions » soit cochée. Ça faisait aucun sens, c'était vraiment mal implémenté. Donc, on a tout refait en Symfony avec une bonne gestion des sessions. Et puis, on a utilisé un mode rewrite pour les pages concernées. Alors, comment ça marche? C'est qu'on dit pour tel URL, dans le fond, va dans tel dossier. Donc, ton application sera servie à partir de tel dossier. Et dedans, tu as des routes pour ces URL qu'on a réécrits. Et on sert, en fait, certaines pages HTTP à partir d'une autre application complètement. Donc, c'est relativement simple à faire. Juste regarder pour mode rewrite et dans Apache, par exemple, regarder pour alias. Et vous allez voir, c'est très simple. Donc, aussi, on a réécrit un des plus gros modules en orienté objet. Le module, c'était pour la facturation. Donc, ce module-là, dans le fond, faisait des mauvais calculs, oubliait des choses. Donc, les clients devaient de l'argent, mais on ne savait pas parce que les calculs n'étaient pas bons. Alors, on a fait l'extraction de design, dont je vais vous parler dans un moment. On est arrivé avec une architecture plus flexible. On a corrigé beaucoup de bugs. On a fait des tests automatisés. Et après seulement 40 heures de travail, on a réussi à générer suffisamment d'argent parce que maintenant les calculs étaient bons, donc les gens devaient plus d'argent et c'était correct. Donc, on a fait, dans la première semaine suivante, on a fait assez d'argent pour payer l'effort de refactoring. Alors, on peut s'imaginer que l'année suivante a été très rentable. Donc, ça valait la peine. Et c'est pour ça que je dis qu'une fonctionnalité ne devrait pas prendre plus qu'un sprint. Quand on fait du refactoring, peu importe ce qu'on fait, si ça prend plus qu'un sprint, c'est trop gros, prenez quelque chose de plus petit. Donc,
Si vous dites, OK, ça va nous prendre 4 sprints, mais c'est facile après de dire, mais on va en prendre un 5e. Après, il n'y a plus de contraintes. Alors, je parlais de l'extraction de design. Qu'est-ce que c'est? C'est un concept très connu. D'ailleurs, il n'est pas sur Wikipédia, mais je pense que je vais faire une entrée dessus parce que c'est un concept que j'ai vu plusieurs fois sur Internet et d'autres gens qui en parlent. Dans le temps, je pensais l'avoir inventé, mais ça a l'air que ça existait déjà. Alors, le problème quand on fait de la réécriture, c'est qu'on regarde l'ancien code et on essaie de faire de la réécriture un pour un. Et quand on fait ça, on réintroduit tous les mêmes problèmes. Ce qu'on doit faire réellement, c'est prendre l'ancien code et extraire le design. Donc, on documente, comme on ferait pour un nouveau projet, on écrirait de la documentation avec des flowcharts, tout ça. Et donc, on va extraire ce design et on va valider ce design avec la personne qui sait qu'est-ce que le logiciel devrait faire. Donc, le product owner ou le client, peu importe. Vous allez valider avec cette personne et vous allez corriger le design pour arriver avec un nouveau design. À partir de ce moment-là, une fois que les règles d'affaires sont clarifiées, une fois que vous avez un nouveau design qui est plus flexible, vous pouvez ignorer l'ancien design et l'ancien code. Ce que vous avez maintenant devant vous, c'est des spécifications pour quelque chose de nouveau que vous devez écrire. Et vous faites comme vous faites pour chaque nouveau projet. À partir de ces spécifications, vous écrivez quelque chose de nouveau qui sera substantiellement différent en forme de ce que vous aviez avant, mais ça va faire exactement ce que vous voulez de la façon la plus optimale. Donc, c'est une opportunité pour améliorer le design et réduire grandement la dette technique, rendre le tout plus flexible. Et c'est comme ça que ça a pris seulement 40 heures pour refaire un gros module que le client n'a pas réussi, que d'autres gens n'ont pas réussi à faire en 1 an. Donc, la correction de bugs, ce qui arrive, c'est que quand vous venez dans du code legacy, il y a des bugs. La première chose qu'on vous assigne, c'est quelques bugs à régler. Et des fois, vous allez voir qu'il y a beaucoup de duplication de code, parce que quand les gens manquent d'expérience, ils n'ont pas le réflexe de généraliser, alors ils vont juste copier du code et faire quelques petits changements. Eh bien, j'avais un gros fichier HTML avec un peu de logique dedans, il y avait un bug dedans, mais c'était dupliqué 80 fois. C'est pas une blague. 80 fois. Alors, parce que j'ai fixé, j'ai réparé le bug, et là, le client me dit, non, mais ça marche toujours pas. OK. Ah, ben tiens, c'est aussi là. Ah, aussi là. Attends, laisse-moi faire une regex pour faire un vrai search. Ah, 80 fois. Ben bravo. Alors, la première chose que j'ai fait, parce que c'était plus vite de juste enlever les doublons puis généraliser, que d'essayer de le régler 80 fois. Parce que si on trouve un autre bug, ce serait encore à répéter 80 fois. Ça n'a aucun sens. Quand vous trouvez des répétitions comme ça, des duplications, vous les enlevez au plus vite, vous généralisez et en même temps, vous réduisez la taille du code et vous réduisez la dette technique. Donc, plus tard, ça va être beaucoup plus facile. Donc, c'est la première étape vers le refactoring. Les méthodes qui sont très longues sont difficiles à corriger. Donc, 800 lignes de code, imaginons, il y a un petit bug quelque part. Comment est-ce qu'on répare? Comment est-ce qu'on teste le tout? Alors, ce que moi, je recommande de faire, c'est trouver où est la partie brisée. Ça, généralement, ce n'est pas très compliqué à trouver. Mais maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend seulement la partie brisée et on l'extrait dans une autre méthode. On l'extrait dans une autre méthode et on écrit un test unitaire pour la nouvelle méthode pour prouver que le bug existe. Et ensuite, on répare et le test devrait passer. Et donc, on appelle cette méthode à partir de la méga-méthode. Donc, comment maintenant ça se passe en réalité? C'est que vous avez la méthode, vous avez d'habitude commentaire, bloc de code, commentaire, bloc de code, ainsi de suite. Donc, ça fait ça, ce bout de code fait ça, et 800 lignes de même. Donc, ça, c'est les commentaires. Par exemple, on convertit un CSV vers un array de conférences, on trouve les coordonnées sur Google et on sauvegarde les coordonnées, la latitude, longitude dans la base de données pour peut-être ensuite afficher ça sur une carte. Alors, on extrait la méthode, le bloc de code, on nomme la méthode et on l'appelle. Et on peut le faire plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait fini. On peut commencer par seulement les parties buggées ou si on a plus de courage, on peut tout faire comme ça.
Et donc, on se ramasse avec des méthodes pas mal plus courtes. Généralement, moi, je garde mes méthodes à 10 lignes de code. Si ça a plus de lignes de code que ça, c'est que c'est probablement trop complexe et c'est difficile à tester. Donc, comment est-ce qu'on nomme ensuite ces méthodes? Généralement, selon les commentaires. Parce que le commentaire dit « ce bloc de code fait ça ». OK, qu'est-ce que ça fait? Ça va chercher les conférences de CSV. OK, ben, nommons ça comme ça, « get conferences from CSV », et ainsi de suite. Donc, ça devient très simple. Toute l'information est dans le code. Alors, donc, un autre exemple de réécriture, c'était de ASP classique vers PHP 5.6. Le langage ASP classique n'est plus supporté. On ne parle pas de .NET, on parle vraiment ASP. C'est comme du PHP 3 dans le fond. Donc, ça avait plus de 15 ans dans le temps, un gros ERP avec beaucoup de code. La solution, c'était réécrire page par page vers Symfony, mode rewrite pour les pages concernées. Il a fallu juste qu'on écrive un adaptateur de session en BD pour les 2 applications. Parce que ASP classique stocke ses sessions dans un endroit inaccessible à PHP. C'est son petit monde. Alors, on a fait un adaptateur pour dans la BD, et le PHP maintenant peut accéder à cette même base de données. Donc, avec le cookie, on partage les sessions, et c'est tout. Et une page dans n'importe quel langage, peu importe dans quel langage c'est écrit, c'est une requête HTTP. C'est un input et un output. Entrée-sortie, et donc, on peut tester ça. On peut automatiser les tests. Comment est-ce qu'on automatise ces tests? C'est qu'on prépare la requête HTTP, on l'envoie à la page ASP. Okay, on a réécrit cette page ASP en PHP, on veut comparer que ça fait la même chose. Donc, on envoie ça à la page ASP, on stocke la réponse, et on envoie exactement la même requête à la version PHP de cette même page, et on compare les réponses. Donc, on ne compare pas juste le HTML qui est sorti, mais aussi qu'est-ce qui a changé dans la base de données, ainsi de suite. S'il y a eu d'autres appels API qui se sont faits. Donc, tout l'impact sur l'environnement, on compare ça. Et si c'est comparable, c'est terminé. Bien sûr, le HTML, il ne sera pas beau, mais une fois qu'on a fini de tout migrer de cette façon, là, on peut changer le design, il n'y a pas de problème, parce que maintenant, on peut jeter l'ancienne application. Donc, c'était ça la stratégie pour ce client. Puis là, vous allez me dire, mais c'est difficile de tester les méthodes statiques, n'importe quoi. On a des outils pour ça, où vous avez Mockery, vous avez autre chose. On peut tester les méthodes statiques très facilement maintenant. Ce n'est pas un problème. Donc, si vous êtes coincé, essayez quelque chose de nouveau. Partagez les idées. Ça, c'est l'endroit idéal pour faire ça. Il y a beaucoup de nouvelles personnes. Ça permet d'élargir la vision. Si vous partagez tout le temps les idées avec les gens de votre entreprise, tout le monde est biaisé par la façon que tout fonctionne. Vous partagez ça avec quelqu'un, la personne va vous dire « Mais pourquoi tu ne fais pas juste ça? » Ah ben oui, pourquoi pas? Voilà, la solution est là. C'est très simple. Donc, vous êtes nombreux ici. Partagez vos idées. Regardez si ça a déjà été fait et pas seulement dans notre domaine. C'est important de lire un peu tout. Et puis, peut-être qu'un cuisinier ou un jardinier a trouvé une solution qui est conceptuellement au même problème que le nôtre. Et puis, essayez une autre approche. Faites des preuves de concept complètement isolées de votre application. Juste une petite page HTML simple qui fait un appel JavaScript, peu importe ce que vous voulez faire. Et puis, faites quelque chose de très isolé rapidement. Jetez si ça ne marche pas, mais essayez quelque chose. Parce que des fois, on pense que quelque chose sera problématique, mais finalement, ça ne l'est pas. Vous essayez et vous dites « Ah, ben finalement, c'était très facile ». Donc, à retenir de cette présentation, vous avez besoin d'une stratégie avant tout. Si vous touchez quelque chose, refactorisez. Essayez de toujours laisser le code en petit peu meilleur état que quand vous avez touché, parce que de toute façon, vous avez besoin de lire et comprendre le code pour le débugger. Alors, autant le réécrire en plus propre tout de suite. Donc, je ne parle pas de tout le code, mais juste certaines parties. Et donc, utilisez des outils et des méthodologies connues, inspirez-vous des autres. Le refactoring, ça semble très difficile, mais avec le temps, l'expérience, ça va devenir plus facile. Et puis, chaque problème a une solution. Moi, ça fait 20 ans que je programme. Je n'ai jamais eu un problème pour lequel je n'ai pas trouvé de solution. Les solutions sont là, souvent très simples et élégantes. Il faut juste les trouver. Aussi, un livre que je vous recommande fortement de lire, c'est le livre de Martin Fowler sur le refactoring. Très intéressant. Il vous parlerait des méthodes longues, comment extraire, tout ça. Donc, c'est très similaire aux approches que j'ai montrées. Découverte indépendamment. Et voilà, ça c'est la fin de la présentation. J'ai peut-être du temps pour une question ou deux. Merci.
Bonjour. Bonjour. Est-ce que les tests fonctionnels ont été l'un des outils, vous ont servi à justement éviter certaines régressions? Parce que j'imagine code legacy égale test unitaire difficile. Oui, effectivement, les tests unitaires sont très difficiles dans le legacy, d'où j'ai montré aussi l'extraction de méthodes pour justement ramener ça à quelque chose de plus facile à gérer. Oui, il y a eu des tests d'intégration, pas beaucoup de tests fonctionnels parce que il y avait déjà beaucoup de bugs, c'était très difficile à gérer. Moi, j'essaie d'écrire pas trop de tests fonctionnels. Donc, quand on parle de tests fonctionnels, j'imagine vous voulez dire pas du behavior, mais plus dans le browser, Selenium, des choses comme ça. C'est bien, mais j'essaie de ne pas en abuser parce que c'est des choses qui changent très rapidement. Donc, si on change tous les formulaires, tous les noms, par exemple avec Symfony, il y a une nomenclature qui est plus standard avec les noms des champs. Donc, c'est bon de ne pas trop compter dessus. Mais oui, ça peut aider, ne serait-ce que rapidement, mais pas commencer à faire une grosse suite parce que tout ça va changer. OK? Donc, juste pour les fonctionnalités concernées. Merci. Bonjour. Quand on éclate une méga méthode en plusieurs petites méthodes, est-ce qu'il vaut mieux rendre les petites méthodes publiques pour pouvoir les tester ou les garder privées? Et si oui, comment on peut les tester? Est-ce qu'on fait de la réflexion? Oui, donc c'est sûr que si on veut juste tester une petite méthode, forcément c'est plus simple de la rendre publique. Mais dès qu'on la rend publique, on s'entend, il y a des implications. À moins qu'on est capable d'extraire une plus grosse méthode à partir de celle-là qui, elle, regroupe plusieurs petites méthodes, puis celle-là, on la rend publique, ça va. Mais c'est sûr que si on veut tester, on n'a pas mal le choix de les rendre publiques. Merci. De rien. Oui, bonjour. Tu as parlé, là, ici. Ah. Tu as parlé d'extraction de design, d'extraction du domaine, enfin du code métier pour désimbriquer dans une nouvelle application. Si tu veux partir sur quelque chose de nouveau, ça suppose de aussi peut-être revoir le schéma de la base de données. Est-ce que du coup, tu as déjà été amené à avoir un nouveau référentiel de données peut-être plus léger ou plus flexible? Et à ce moment-là, est-ce que tu as utilisé des patterns pour pouvoir reproduire ça dans l'ancienne base de données? Ouais, ce qu'on peut utiliser souvent, ce qui est très utile dans ce cas-ci, c'est des vues, parce qu'on n'a pas besoin de changer les tables elles-mêmes. Donc, les autres fonctionnalités qui accèdent à ces tables n'ont pas besoin d'être modifiées, mais on peut utiliser des vues pour faire un mapping plus simple ensuite vers la vue et pas trop se casser la tête. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé le plus souvent. Ça vous aide? Super. Bonjour. Merci d'abord pour ces conseils et cette conférence. Ma question, c'est comment éviter aujourd'hui que le projet qu'on travaille dessus ne soit pas un legacy dans 17 ans? Alors, comment éviter le legacy dans 5 ans? Ce qu'on doit faire, c'est très important, c'est de toujours garder un œil sur la dette technique. On peut écrire quelque chose rapidement qui marche, mais dès qu'on a fini de l'écrire, il faut tout de suite faire du refactoring pour qu'on puisse... Je veux dire, on développe aussi des habitudes, on sait qu'est-ce qui va mener au legacy avec le temps, à force de voir du legacy. Donc, on fait le refactoring tout de suite parce qu'on se dit non, ça va devenir du legacy. Par exemple, on a des variables d'environnement, mais pour une raison quelconque, ici, on met ça dans un YAML. Donc, rapidement, mettre ça de la façon qu'on veut voir ça dans 5 ans. Je veux dire, le code ne vieillit pas si rapidement que ça si on a des bonnes pratiques. Donc, c'est juste de faire le refactoring à partir du moment où on a terminé, écrire la documentation avant de passer à autre chose, même si c'est très tentant. Mais moi, je le fais pour chaque PR, d'habitude. Dès que le PR est mergé, suivant ça, j'ai un autre PR pour la documentation, pour documenter ce que je viens de faire. Est-ce qu'on a encore le temps? Bonjour. Je voulais savoir, vous avez donné l'exemple où on migre une partie petit à petit, en fait, une application. On va migrer une partie, par exemple, sur Symfony séparément, sauf que ça implique plein de modules. Par exemple, si on va avoir, par exemple, le module d'authentification, comment on fait, puisque c'était géré aussi en legacy, comment on fait pour le reprendre là? On est obligé de le dédoubler, de reprendre aussi. On ne peut pas faire par petites touches des fois.
Oui, voilà. Donc, pour l'authentification, très similaire à ce que j'ai dit pour l'ASP classique, c'est que, par exemple, dans Symfony, on peut juste écrire un adaptateur qui fonctionne de la même façon que le legacy, ou si dans le legacy c'est possible, mais souvent ça va être l'inverse, c'est au nouveau logiciel de s'adapter à l'ancien. Et puis, quand on a fini de tout réécrire et qu'on n'utilise plus cette méthode, par exemple, maintenant on peut passer à, je sais pas moi, des salt, tout ça, à la place de juste faire un MD5 sur un mot de passe. Donc, dès qu'on passe à la nouvelle méthode, mais ça c'est seulement quand toutes les pages ont passé vers le nouveau logiciel. Là, on peut commencer à vraiment s'amuser et améliorer les choses. Mais initialement, il va falloir écrire un petit adaptateur, donc un des firewalls, ou le user provider, je pense que ça s'appelle dans Symfony. Lui, il va accéder à l'ancienne façon de stocker. Il va peut-être avoir son propre encodeur de mots de passe, qui n'est pas super, mais c'est celui qui est utilisé dans l'autre logiciel. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question un peu particulière. C'est, est-ce qu'il y a des indices qui permettraient de dire on est dans un cas désespéré, on laisse tourner le truc tel qu'il est actuellement et on va refaire un projet à côté? Ça dépend de notre niveau de tolérance. Pour moi, il n'existe pas de cas désespéré. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est juste parce que j'ai travaillé dedans longtemps. Il n'y a pas vraiment de cas désespéré parce qu'il faut penser, oui, c'est difficile de gérer ce code pour différentes raisons. Si c'est un petit projet, c'est peut-être pas un problème. Si c'est quelque chose qu'on peut accomplir en 2 mois, ça vaut la peine. Mais si on voit que ça dépasse 6 mois, ça veut dire que c'est potentiellement infini. Et c'est là que c'est difficile. Donc, c'est plus par rapport à est-ce que la business peut se permettre d'attendre sans fixer aucun bug pendant 6 mois. Donc, si la réponse est non, on n'a pas le choix, on est là pour supporter la business, donc il faut s'adapter et il faut trouver des solutions. C'est ce que je recommande. Merci. Et pour la contrebande d'éléphants, on se voit après. Eh bien, merci à tous et on peut encore remercier très fort Anna Filane.